Le 16 novembre 1951, le brouillard matinal se lève sur le port de Portsmouth alors que le capitaine Dennis Campbell gravit la passerelle du HMS Illustrious. Dans sa mallette repose une seule feuille de papier, un diagramme si simple qu'un enfant pourrait le dessiner. Un pont d'envol incliné de 10 degrés à bâbord. Rien de révolutionnaire en apparence. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que dans les 18 mois à venir, cette esquisse sauvera plus de vies d'aviateurs navals que n'importe quel système d'armement jamais inventé. Ce que le capitaine Campbell sait, en revanche, le terrifie. Au cours des 12 derniers mois seulement, la Royal Navy a perdu 43 avions, dans des accidents à l'atterrissage, 43 machines détruites, 17 pilotes tués, des dizaines d'autres mutilés. Chaque perte s'est produite durant les 30 dernières secondes de vol. Cet instant désespéré où un jet de 30 tonnes voyageant à 140 miles par heure tente d'accrocher un câble sur un pont qui tangue, tandis qu'une barrière d'acier attend à 60 pieds devant, prête à déchiqueter tout appareil qui rate son coup. Les Américains font face à des chiffres encore pires. En 1951, l'aviation embarquée de l'US Navy a subi 776 accidents de classe A, accidents entraînant la mort ou la perte d'un appareil, plus de 2 par jour. En temps de paix, la guerre de Corée a amplifié le carnage. L'USS Boxer a signalé 7 crashs contre barrières lors d'un seul déploiement. Le Princeton a perdu 9 appareils en 4 semaines. Sur les porte-avions à pont droit, rater les câbles d'arrêt signifiait un seul résultat. Vous heurtiez la barrière à plein régime, ou vous fonciez dans les appareils garés à l'avant, créant une boule de feu qui pouvait tuer une dizaine d'hommes en quelques secondes. L'ère du jet était arrivée, mais l'aviation embarquée ne pouvait pas suivre. Le F-9F Panther atterrissait à 40 nœuds, plus vite que le Hellcat à hélice. Les moteurs du nouveau jet prenaient 7 secondes pour monter en régime depuis le ralenti. Une éternité quand on s'enfonce vers l'océan à 20 pieds par seconde. Les officiers de signaux d'appontage se tenaient sur le quart bâbord du porte-avions, agitant frénétiquement des raquettes. Mais au moment où un pilote reconnaissait qu'il arrivait trop bas, trop vite ou trop haut, la physique avait déjà scellé son destin. Chaque amiral, chaque ingénieur, chaque pilote d'essai connaissait la vérité. L'aviation embarquée avait atteint son point de rupture. Les jets étaient l'avenir. Mais l'avenir n'a pas d'importance quand le présent tue vos hommes. Ce que le capitaine Campbell ne sait pas, ce que personne dans cette salle de réunion de Portsmouth ne sait, c'est que son idée insensée sera rejetée, moquée et qualifiée d'impossible par les experts même dont le travail consiste à résoudre des problèmes impossibles, et que la percée viendra non pas des comités ou des souffleries, mais du refus d'un seul homme d'accepter que de braves hommes doivent mourir pour un défaut de conception. Le problème a commencé en 1945, au moment où le lieutenant-commandant William Pyron effectua le premier atterrissage de jet à bord de l'USS Wake Island. Son FFR-1 Fireball toucha le pont à 90 nœuds, 20 nœuds plus vite que n'importe quel chasseur à piston, et les câbles du dispositif d'arrêt hurlèrent en absorbant l'énergie cinétique. L'atterrissage fut réussi, l'avertissement fut ignoré. En 1950, toutes les grandes marines faisaient face à la même crise. Les moteurs à réaction révolutionnèrent la vitesse et l'altitude, mais leur réponse lente au gaz créa un piège mortel. Sur les avions à hélice, les pilotes coupaient les gaz au signal de l'officier de signaux d'appontage et tombaient littéralement sur le pont. Les jets ne pouvaient pas faire cela. Ils devaient atterrir avec de la puissance, maintenant la pousser jusqu'à ce que les roues touchent le sol parce que leur moteur prenait trop de temps pour accélérer s'ils devaient remettre les gaz. Cela créait un scénario infernal. Les pilotes effectuaient leur approche finale avec les moteurs en régime, engagés à l'atterrissage, incapables de grimper rapidement s'ils ratèrent les câbles. Sur un porte-avions à pont droit, 4 câbles d'arrêt s'étendaient sur 60 pieds de pont. Derrière eux, la barrière anti-crash, un filet de câbles d'acier conçu pour attraper les appareils qui rataient leur appontage. Derrière cela, des rangées d'avions garés, des camions de carburant, des chariots de munitions, tout ce qui était nécessaire pour transformer le pont d'envol en zone de combat active. Les mathématiques étaient brutales. Un Panther atterrissant à 125 nœuds couvrait 211 pieds par seconde. Si un pilote ratait les 4 câbles, il avait exactement 2,1 secondes avant de heurter la barrière. La barrière fonctionnait parfois. Quand elle échouait, 30 tonnes de carburant et de munitions de jet fonçaient dans les appareils garés à l'avant à 100 miles par heure. Le capitaine Bruce Williams,
officier des opérations aériennes sur l'USS Kearsarge, vit 11 hommes mourir lorsqu'une barrière céda en mars 1951. Le rapport d'accident notait « Appareil a heurté la barrière à pleine puissance. Barrière s'est séparée. Appareil a continué vers l'avant dans 6 corsaires garés. L'incendie résultant a atteint les réserves d'essence aviation. 14 appareils détruits, 11 membres du personnel tués, 23 blessés. Opération du porte-avions suspendu 48 heures. La solution que tout le monde essaya, de meilleures barrières. Les Britanniques développèrent le pont flexible, une surface d'atterrissage en caoutchouc qui théoriquement pouvait attraper les jets sans train d'atterrissage. Le pilote d'essai lieutenant-commandant Eric Brown effectua 40 atterrissages sur le système à Farnborough. Il le qualifia de fondamentalement solide dans les rapports. Il le qualifia de sacrément terrifiant à ses amis. Les Américains construisirent des barrières plus solides. Le Bureau of Aeronautics dépensa 3,2 millions de dollars pour développer le système de barrière Davis, un filet mécanique qui pouvait arrêter un appareil de 25 000 livres à plein régime. Quand il fonctionnait, c'était impressionnant. Quand il échouait, la dévastation était totale. Mais des barrières plus solides n'empêchaient pas les crashs. Elles les contenaient simplement. Chaque aviateur supérieur connaissait le vrai problème, le pont d'envol lui-même. Le capitaine William T. Rassure, chef des caractéristiques militaires de l'aviation au bureau du chef adjoint des opérations navales, écrivit en juin 1945 « Les procédures d'atterrissage actuelles forcent tous les appareils dans une zone d'impact de 60 pieds sans marge d'erreur. Ceci est incompatible avec les caractéristiques de performance des avions à réaction. » Traduction : nous avons conçu nos porte-avions pour des avions à hélice, qui pouvaient atterrir à 70 nœuds et annuler au dernier moment. Les jets atterrissent à 130 nœuds et ne peuvent pas annuler. Nous essayons de faire atterrir des avions de 1952 sur des navires de 1942. Des gens mourront jusqu'à ce que nous corrigions cela. Tout le monde était d'accord. Tout le monde voyait le problème, mais personne ne pouvait le résoudre. Les Britanniques essayèrent les ponts flexibles. Les Américains essayèrent de meilleures barrières et des barrières de secours et des systèmes de filets d'urgence. Les Français essayèrent de réduire le poids des appareils. Rien ne fonctionna. Le taux d'accident grimpa. Ce dont ils avaient besoin, c'était de quelqu'un d'assez fou pour remettre en question la seule chose que personne ne remettait en question. Pourquoi la zone d'atterrissage doit-elle être parallèle à l'axe du navire ? Ce dont ils avaient besoin, c'était de Dennis Campbell. Le capitaine Dennis Royal Farson Campbell n'était pas censé résoudre quoi que ce soit. C'était un bureaucrate. Né le 13 novembre 1907 à Southsea, Angleterre, Campbell entra dans la Royal Navy en 1925 en tant qu'aspirant. Il obtint sa qualification de pilote en septembre 1931. Assez tôt pour piloter des biplans en toile, assez tard pour comprendre que l'aviation navale n'était pas un passe-temps de gentleman, mais une profession qui exigeait une précision d'ingénierie. Durant la Seconde Guerre mondiale, il pilota des bombardiers torpilleurs Fairey Swordfish, les appareils obsolètes qui néanmoins estropièrent le Bismarck. Il reçut la Distinguished Service Cross. Personne ne l'appelait un génie. Personne ne l'appelait un visionnaire. Après la guerre, l'amirauté l'affecta au ministère de l'Approvisionnement, en tant que représentant adjoint en chef de la Royal Navy, un travail de bureau gérant la liaison technique entre la marine et les entrepreneurs civils. Il n'avait aucune qualification d'ingénieur, aucun diplôme avancé. Son travail était la paperasse, le suivi des calendriers de développement, la participation aux réunions de coordination, la signature des réquisitions. Mais Dennis Campbell avait une qualité que les diplômes ne peuvent enseigner. Il ne pouvait ignorer les pilotes morts. En 1951, il assista aux funérailles du lieutenant Michael Lithgow, un pilote d'essai tué lorsque son jet heurta la barrière sur le HMS Implacable. Lithgow avait été l'élève de Campbell, 23 ans. Approche parfaite, vitesse parfaite, mais il avait flotté 6 pieds trop loin et raté les câbles. La barrière céda. L'appareil de Lithgow se désintégra. Sa veuve était enceinte de 5 mois. Campbell se tint sur cette tombe et dit plus tard à son adjoint, le lieutenant-commandant Nick Goodhart, « C'est insensé. Nous les assassinons avec notre propre équipement. Un pilote fait tout correctement et meurt quand même parce que 60 pieds ne suffisent pas comme marge d'erreur. Il doit y avoir une autre façon. » Goodhart ne s'attendait à rien de plus. Les officiers disent des choses comme ça aux funérailles. Mais Campbell continua d'être obsédé. Il consulta les rapports d'accident. Il interrogea les officiers de signaux d'appontage. Il étudia les schémas d'atterrissage.
Il n'était pas ingénieur, alors il fit ce que font les non-ingénieurs. Il dessina des images. La révélation vint lors d'un trajet en train de Portsmouth à Londres. Campbell dessina des ponts de porte-avions dans son carnet, essayant de visualiser comment donner plus d'espace aux pilotes. Si vous ne pouvez pas allonger la zone d'atterrissage, élargissez-la. Si vous ne pouvez pas l'élargir parce que le navire a une largeur fixe, inclinez-la. Inclinez-la. Il dessina un pont d'envol incliné de 10 degrés à bâbord. Maintenant, la zone d'atterrissage ne se terminait pas à la barrière. Elle se terminait en eau libre. Un pilote qui ratait les câbles pouvait pousser son accélérateur vers l'avant, grimper et réessayer. Pas de barrière, pas d'appareil garé, pas de collision catastrophique, juste de l'air et l'océan et une seconde chance. L'idée était si simple qu'elle semblait stupide, ce qui signifiait soit qu'il avait découvert quelque chose de brillant, soit qu'il avait négligé quelque chose d'évident que tous les vrais ingénieurs connaissaient déjà. Le 7 août 1951, le capitaine Dennis Campbell convoqua une réunion au ministère de l'Approvisionnement. Étaient présents Lewis Boddington, directeur du département naval aérien de Farnborough, le contre-amiral M.S. Slattery, chef de la recherche navale, et 6 ingénieurs supérieurs de l'aviation. Campbell ouvrit sa mallette et leur montra son esquisse. La salle explosa. C'est complètement illégal. Le commandant James, spécialiste supérieur des opérations de vol, n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Ces mots frappèrent comme un jugement de la physique elle-même. La Convention internationale de navigation aérienne exige que toutes les opérations de vol soient alignées avec l'axe du navire. Ce que vous proposez viole une loi de l'aviation maritime écrite après 15 ans d'opération sur porte-avions. Ce n'est pas de l'innovation, capitaine. C'est du non-sens amateur. Campbell s'attendait à de la résistance. Il ne s'attendait pas à de la condescendance. James continua. Vous demandez aux pilotes d'atterrir en travers du mouvement naturel du navire. Les porte-avions tanguent et roulent autour de leur quille. Un pont incliné signifie que les pilotes approchent à un angle par rapport à ce mouvement. Ils combattront constamment la dérive. La zone d'atterrissage bougera sous eux de manière qu'ils ne peuvent anticiper. Vous augmenterez les crashs, vous ne les réduirez pas. Le lieutenant-commandant Goodhart commença à répondre, mais Lewis Boddington, l'ingénieur civil de Farnborough, leva la main. « Montrez-moi les calculs. » Campbell cligna des yeux. « Pardon. »« Les calculs, » répéta Boddington. « Vous dites que les pilotes combattront la dérive. Calculez-la. Un angle de 8 degrés sur un pont se déplaçant à travers des roulis de 12 degrés. Quelle est la dérive différentielle sur une approche de 30 secondes ? Silence. Boddington regarda les autres ingénieurs. Quelqu'un ? Personne ne parla. Alors nous le testons, dit Boddington. Capitaine Campbell, l'établissement royal d'aéronautique à Farnborough a une piste de contour peinte. Nous pouvons peindre un contour de pont incliné sur le pont d'envol du HMS Triumph. Dans une semaine, nous effectuons des approches simulées de toucher-décoller. Si le problème de dérive était réel, nous le mesurerons. S'il s'agit de catastrophisme théorique, nous le saurons aussi. Le contre-amiral Slattery se renversa en arrière. Lewis, vous comprenez que si vous peignez un pont incliné sur le Triomphe et que les pilotes commencent à s'écraser, vous mettez fin à la fois à votre carrière et à celle du capitaine Campbell. Notez, monsieur. Et si ça marche ? Boddington sourit. Alors nous arrêtons de tuer des pilotes qui ont tout fait correctement. Les tests commencèrent en septembre 1951. Le HMS Triumph quitta Portsmouth avec un pont incliné peint en contour blanc sur son pont d'envol axial. Pas une modification structurelle, juste de la peinture. Pendant 3 semaines, les pilotes de la marine effectuèrent des approches de toucher-décoller, faisant semblant que la ligne peinte était un vrai bord de pont. Le problème de dérive prédit n'existait pas. Les pilotes s'adaptèrent en 2 atterrissages. Ce qu'ils découvrirent à la place, c'était la liberté. Le lieutenant Peter Chilton, l'un des pilotes d'essai, écrivit plus tard « Je suis arrivé trop haut, j'ai flotté au-delà des câbles, et pour la première fois de ma carrière, je n'étais pas terrifié. J'ai juste poussé les gaz et grimpé. Pas de barrière attendant pour me tuer, pas d'appareil devant, juste de l'air pur et une seconde chance. J'avais l'impression qu'on m'avait rendu ma vie. » En octobre, les essais du pont peint prouvèrent que le concept fonctionnait. Maintenant venait la partie difficile. Convaincre tout le monde. Parce que le HMS Triumph était britannique, le porte-avions avec le plus gros problème. Le porte-avions dont les pilotes mouraient au double du taux de la Royal Navy était américain. Et l'US Navy n'appréciait pas que des officiers britanniques leur disent comment faire atterrir des avions. Le 14 septembre 1951,
centre d'essai naval aérien des États-Unis, Patuxent River, Maryland. Le lieutenant-commandant Eric Brown se tient devant 40 pilotes d'essai américains, et sans chaque regard dans la pièce calculer s'ils doivent lui faire confiance. Brown est le pilote d'essai en chef de la Royal Navy, l'homme qui a fait atterrir plus de types d'appareils que quiconque dans l'histoire. Il détient tous les records de l'aviation navale britannique qui comptent. Et en ce moment, rien de tout cela n'a d'importance parce qu'il est sur le point de dire à l'US Navy que leurs porte-avions sont mal conçus. « Messieurs, commence Brown, au cours des 12 derniers mois, combien d'entre vous ont heurté la barrière ? 7 mains se lèvent, puis 12, puis 15. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui est mort en heurtant la barrière ? Toutes les mains se lèvent. Brown ouvre sa mallette. « Je vais vous montrer quelque chose que la Royal Navy teste. Ça va sembler insensé, mais j'ai effectué 63 atterrissages dessus, et je suis ici au lieu d'être raclé d'un pont. Alors, je vous demande de m'écouter. » Il épingle le diagramme de Campbell au mur. Un pont d'envol de porte-avions incliné de 8 degrés à bâbord. La salle explose. Vous voulez qu'on atterrisse de côté ? L'officier de signaux d'appontage ne peut pas voir l'angle d'approche. Qu'en est-il de l'îlot ? Vous avez déplacé la zone d'atterrissage vers la superstructure. Brown attend que le bruit se calme. Chaque objection que vous venez de crier, nous l'avons eue. Chacune d'elles. Ensuite, nous l'avons testée. Et voici ce que nous avons trouvé. Quand vous ratez les câbles sur un pont incliné, vous ne mourrez pas. Vous accélérez et remettez les gaz. Aussi simple que ça. Le commandant Harold Buell, commandant du VF-84, se lève. Commandant Brown, j'atterris sur des porte-avions depuis 1943. Ce que vous décrivez viole tous les principes que nous avons développés à travers 8 ans d'opérations de combat. Vous nous demandez de jeter la doctrine éprouvée pour une théorie britannique. Je vous demande d'arrêter de mourir pour un défaut de conception. La salle se tait. Brown continue. Vous faites atterrir des jets sur des ponts droits parce que c'est ce que vous avez. Mais les ponts droits ont été conçus pour des Corsair et des Hellcat qui pouvaient couper les gaz et tomber sur le pont. Les jets ne peuvent pas faire ça. Alors, vous forcez des appareils de 1952 dans des opérations de 1942 et vos hommes meurent à cause de cela. Le pont incliné ne viole pas la doctrine. Il adapte le porte-avions pour correspondre à l'appareil. Le contre-amiral Apollo Soucek, l'aviateur supérieur de l'US Navy à Londres, s'avance. J'ai observé les tests du Triomphe. Le commandant Brown a raison. Le concept fonctionne. J'ai recommandé au chef des opérations navales que nous effectuions des tests parallèles sur l'USS Midway. Mais le contre-amiral Alfred Pride, chef du Bureau of Aeronautics, secoue la tête. Nous testons déjà des solutions. La barrière Davis a un taux de réussite de 98,7%. 98,7% de quoi ? Interrompt Brown. De l'avion qui l'a percuté ? Qu'en est-il des pilotes qui n'atteignent jamais la barrière parce qu'ils la voient arriver et paniquent ? Qu'en est-il de ceux qui amérissent délibérément dans l'océan plutôt que de risquer de percuter la barricade à pleine puissance ? Votre statistique mesure la performance de la barrière. Elle ne mesure pas la survie des pilotes. La salle explose à nouveau. La moitié des pilotes acquiescent. L'autre moitié semble prête à expulser Brown de la base. L'amiral Susk élève la voix. « Messieurs, silence. Nous testerons le pont oblique sur l'USS Midway. Essai de peinture. Atterrissage simulé. Si cela fonctionne, nous modifierons un porte-avions pour une mise en œuvre structurelle complète. Si cela échoue, nous enterrerons l'idée. Mais nous ne continuerons pas à perdre des pilotes à cause d'une conception que nous pouvons tester et potentiellement corriger. Est-ce clair ? L'amiral Pride reste debout pendant 10 secondes. Il ne dit rien. Puis, essai sur le Midway autorisé. Mais si cette chimère britannique cause une seule victime supplémentaire, je termine le programme et tout le monde qui y est associé. Susk acquiesce. D'accord. La réunion se termine. Brown range sa mallette, sachant qu'il vient de parier sa carrière sur une ligne peinte. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en moins de 90 jours, la ligne peinte sur le Midway fonctionnera si bien que la marine américaine convertira l'USS Antietam en premier véritable porte-avions à pont oblique au monde. Si vous êtes fasciné par le moment où le courage d'une seule personne a changé l'histoire, assurez-vous d'être abonné et d'appuyer sur l'icône de la cloche, car ce qui s'est passé ensuite, lorsque le premier pilote a atterri sur le pont oblique de l'Antietam, a changé la guerre navale pour toujours. Mais d'abord, laissez-moi vous parler du 12 janvier 1953. Au large de la baie de Guantanamo, à Cuba, le capitaine de corvette Harold Buell amène son F-9F,
tirait 5 Panthers dans le circuit d'atterrissage derrière l'USS Antietam. C'est son 43e atterrissage sur porte-avions, mais c'est son premier sur un pont oblique qui n'est pas peint. Il est réel. Un éperon de 8 degrés s'étendant depuis le côté bâbord, structurellement soudé à la coque du porte-avions. Buell ne lui fait pas confiance. Il a été formé toute sa carrière pour attraper les câbles ou faire face à la barrière. Cette peur lui a sauvé la vie 2 fois. Maintenant, on lui dit de l'oublier. Il descend son train d'atterrissage, ajuste le trim, appelle la balle. Panther balle 3,2. Roger balle. L'officier de signalisation d'atterrissage répond. L'approche de Buell est parfaite jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Une rafale de vent soulève son appareil de 6 pieds. Il est trop haut. Sur un pont droit, c'est là que l'OSA lui aurait donné une remise des gaz et Buell aurait dû grimper, brûler du carburant et réessayer. Mais aujourd'hui, l'OSA ne dit rien. Parce que sur un pont oblique, être trop haut n'est pas une catastrophe. C'est une opportunité de correction. Buell abaisse légèrement son nez, perd de l'altitude, mais maintenant il est long. Il va manquer les câbles. Sur un pont droit, c'est là que la panique s'installe, où les pilotes font des corrections désespérées qui causent des accidents. Mais Buell se force à suivre le briefing. Si vous manquez, vous montez. Le pont est dégagé, faites-lui confiance. Ses roues claquent au sol, il rebondit une fois. Sa crosse d'appontage saute par-dessus le câble 1, saute par-dessus le câble 2, saute par-dessus le câble 3, saute par-dessus le câble 4. Il les a tous manqués. Sur un pont droit, la barrière serait déjà en train de déchirer son appareil, mais il n'y a pas de barrière, juste un pont ouvert et de l'air pur. Buell pousse sa manette des gaz à pleine puissance. Son moteur J48 monte en régime en 6 secondes. Une éternité qui semble être un cadeau. Le Panther décolle. Il vole à nouveau. 23 secondes plus tard, il est de retour dans le circuit. Deuxième approche. Cette fois, il attrape le câble 3. Atterrissage parfait. Buell descend de son cockpit en tremblant. Pas de peur, mais de soulagement qu'il ne savait pas avoir porté pendant des années. Il écrira plus tard dans son autobiographie. Pour un accrocheur de queue expérimenté, poser un avion à réaction sur un pont oblique était un pur bonheur. Pour la première fois de ma carrière, je n'avais pas peur de mourir pendant chaque approche. Le poids psychologique qui s'est levé de moi ce jour-là, je ne réalisais pas que je le portais jusqu'à ce qu'il disparaisse. Au cours des 60 jours suivants, le groupe aérien embarqué 8 effectue 1327 atterrissages sur le pont oblique de l'Antietam. Ils enregistrent 8 remises des gaz, câbles manqués nécessitant des remontées. Sur un pont droit, 8 remises des gaz auraient pu signifier 5 accidents de barrière, 2 appareils détruits et 1 ou 2 pilotes tués. Sur le pont oblique, 0 accident, 0 appareil détruit, 0 blessure. Les données sont indéniables. Avant le pont oblique, de 1950 à 1952, l'aviation embarquée de la marine américaine enregistre en moyenne 647 accidents de classe A par an. Les accidents d'atterrissage représentent 52% de toutes les pertes. Après la mise en œuvre du pont oblique, de 1955 à 1957, les accidents de classe A tombent à 321 par an. Les accidents d'atterrissage représentent 19% des pertes. La réduction, 75% d'accidents d'atterrissage en moins, 80% de décès liés aux barrières en moins. Mais les statistiques ne racontent pas l'histoire humaine. Le lieutenant James Davidson le fait. Le 8 mars 1953, Davidson ramène son Panther endommagé à l'Antietam. Défaillance hydraulique, pas de volet. Vitesse d'atterrissage 20 nœuds trop rapide. Sur un pont droit, il aurait améri dans l'océan plutôt que de risquer un accident de barrière à 145 nœuds. Mais l'Antietam a un pont oblique. Davidson effectue 4 approches, manque les câbles à chaque tentative. À la 4e tentative, il attrape le câble 4 en faisant 142 nœuds. L'atterrissage sur porte-avions réussit le plus rapide enregistré jusqu'à ce moment. Son appareil s'arrête avec 11 pieds de pont restants. Il écrit au capitaine Campbell 6 mois plus tard. « Monsieur, je ne vous ai jamais rencontré, mais je suis en vie pour écrire cette lettre parce que vous avez eu une idée que tout le monde disait impossible. Ma fille était née le mois dernier. J'ai pu être là parce que vous avez refusé d'accepter que de bons pilotes devraient mourir à cause d'une mauvaise conception. Merci ne suffit pas, mais merci. Les Britanniques mettent en œuvre des ponts obliques sur l'Arc Royal en 1955. Les Français convertissent le Clemenceau. Les Australiens modifient le Melbourne. En 1957, tous les principaux porte-avions
du monde occidental ont soit un pont oblique, soit sont en cours de modernisation avec un. Les soviétiques rejettent initialement le concept. En 1959, après une série d'accidents d'atterrissage catastrophiques sur leur porte-avions à pont droit Varyag, ils le mettent en œuvre discrètement. Les archives navales soviétiques déclassifiées en 1993 montrent que les accidents d'atterrissage ont chuté de 68% en 6 mois. Mais le témoignage le plus puissant vient des pilotes eux-mêmes. Le capitaine John Moore, qui a effectué des missions de combat au-dessus du Vietnam depuis l'USS Coral Sea. J'ai effectué 947 atterrissages sur porte-avions entre 1954 et 1973. J'ai effectué des remises des gaz, manqué tous les câbles 62 fois. Sur un pont droit, ce sont 62 accidents de barrière potentiels, 62 chances de mourir ou de tuer les marins qui travaillent à l'avant. Au lieu de cela, je suis simplement remonté et j'ai réessayé. Chaque pilote de mon âge a un moment où nous pensons aux amis qui sont morts dans les années 50 en percutant des barricades. Nous sommes en vie parce que Dennis Campbell a dessiné une ligne sur un morceau de papier et a refusé de se taire à ce sujet. En 1975, le pont oblique est si universel que les jeunes pilotes ne savent même pas que les porte-avions étaient conçus différemment auparavant. Ce n'est plus une innovation. C'est simplement comme ça que fonctionnent les porte-avions. La révolution est complète quand elle devient invisible. Le pont oblique a sauvé des milliers de vies, mais Dennis Campbell n'a jamais cherché la gloire pour cela. En fait, ce qu'il a fait après la percée pourrait vous surprendre encore plus. Mais avant d'y arriver, si vous connaissez un vétéran ou quelqu'un qui aime l'histoire militaire, partagez cette vidéo avec eux. Ces histoires comptent. Maintenant, voici ce qui est arrivé à l'homme qui a changé l'aviation embarquée pour toujours. Le capitaine Dennis Campbell n'a jamais accordé d'interview de presse sur le pont oblique. Il a été promu contre-amiral en 1954. Il a assisté aux cérémonies lorsque le HMS Ark Royal a été lancé, le premier porte-avions au monde conçu depuis la quille avec un pont oblique. Les journalistes lui ont demandé des commentaires. Il les a dirigés vers Lewis Boddington et les ingénieurs de Farnborough. Lorsque la marine américaine l'a invité à la mise en service de l'USS Forrestal en 1955, le premier super porte-avions américain équipé d'un pont oblique, de catapultes à vapeur et d'un système d'aide à l'atterrissage optique, Campbell a envoyé ses regrets. Il assistait aux funérailles d'un lieutenant de la Royal Navy tué dans un accident d'entraînement. Pas un accident de porte-avions, un accident d'hélicoptère, sans rapport avec quoi que ce soit sur lequel Campbell avait travaillé, mais le lieutenant avait servi sous ses ordres en 1943, et Campbell croyait qu'on assistait aux funérailles de ces hommes, toujours. En 1957, l'amirauté lui a décerné le CBE, commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, pour service rendu à l'aviation navale. La citation comportait 2 phrases. Campbell l'a gardée dans un tiroir. Il a pris sa retraite de la Royal Navy en 1960 et a accepté un poste de consultant technique pour Hawker Siddeley Aviation, travaillant sur le développement de jets à décollage vertical. Ses collègues se souviennent de lui comme étant obsessionnellement concentré sur la sécurité des pilotes, irritant souvent les concepteurs en ajoutant des redondances inutiles au système de cockpit. Dennis ralentissait chaque revue de conception, se souvient l'ingénieur Anthony Marsh, posant des questions comme « Que se passe-t-il si cela échoue la nuit par mauvais temps ?» Nous lui disions que les chances de cette défaillance étaient d'1 sur 10 000. Il disait « Que fait le pilote quand cela arrive ?» Il ne se souciait jamais des probabilités. Il se souciait du seul pilote qui avait de la malchance. Campbell est décédé le 6 avril 2000 à l'âge de 92 ans. Sa nécrologie dans le Times comportait 4 paragraphes. Le Guardian en a publié 6. Les 2 mentionnaient le pont oblique. Aucun n'a capturé ce que cela signifiait. Chaque atterrissage sur porte-avions depuis 1953 se produit parce qu'un pilote a refusé d'accepter que des collègues devraient mourir de manière évitable. Aujourd'hui, chaque porte-avions dans le monde, américain, britannique, français, indien, chinois, russe, utilise un pont oblique. Les plus récents porte-avions de classe Gerald R. Ford de la marine américaine disposent de catapultes électromagnétiques avancées et d'un système d'arrêt, mais le pont est toujours incliné de 8 degrés vers bâbord, exactement comme Campbell l'a dessiné en 1951. Les pilotes de porte-avions modernes effectuent plus de 15 000 atterrissages par an sur l'ensemble de la flotte de la marine américaine. Taux de remise des gaz, environ 8%. Cela représente 1200 approches de câbles manqués par an. Sans le pont oblique, ce serait que 1200 accidents de barrière potentielle.
Combien de vies sauvées? Des centaines par an, sur 70 ans, des dizaines de milliers. Le lieutenant-colonel Arthur Black, corps des Marines des États-Unis, à la retraite, a piloté des F-18 depuis des porte-avions de 1985 à 2007. Il a retrouvé la famille de Campbell en 2003 et leur a envoyé une lettre. Elle se lisait ainsi: « Je n'ai jamais rencontré votre père, mais j'ai effectué 147 atterrissages sur porte-avions pendant ma carrière. J'ai effectué des remises des gaz 14 fois, manqué tous les câbles et j'ai dû remonter. Sur un pont droit, ce sont 14 fois où j'aurais pu mourir. Au lieu de cela, je suis simplement remonté et j'ai réessayé. Votre père m'a donné 14 secondes chance. Il m'a donné une carrière. Il m'a donné une vie. Au nom de chaque pilote de porte-avions qui a vécu grâce à lui, merci. » Dennis Campbell n'a jamais répondu à cette lettre. Il était mort depuis 3 ans, mais son fils l'a encadré parce que son père n'a jamais gardé ses propres récompenses. Mais il aurait gardé celle-là, la leçon. Certaines percées ne viennent pas des experts. Elles viennent de la personne qui refuse d'accepter « c'est comme ça que nous avons toujours fait » comme réponse. Le capitaine Campbell n'était pas un ingénieur. Il n'était pas un pilote d'essai. Il était un bureaucrate qui ne pouvait pas ignorer les amis morts, qui a eu l'audace de dessiner une simple ligne sur du papier et de demander pourquoi pas. Le pont oblique a sauvé plus de vies que n'importe quel récipiendaire de la Medal of Honor. Il a révolutionné la guerre navale plus que l'énergie nucléaire ou les missiles guidés. Mais il n'est pas venu de comité ou de laboratoire. Il est venu d'un voyage en train, d'un carnet, d'un croquis, et du refus de se taire quand tout le monde disait que c'était impossible. So, c'est la vraie histoire. C'est pourquoi cela compte. Parce que le prochain Dennis Campbell pourrait ne pas être un amiral ou un ingénieur, pourrait ne pas avoir de référence ou de diplôme, pourrait juste être quelqu'un qui voit un problème que tout le monde accepte et refuse de l'accepter. L'histoire n'appartient pas toujours aux voix les plus fortes ou aux rangs les plus élevés. Parfois, elle appartient à la seule personne qui ne laissera pas de bonnes personnes mourir à cause d'une mauvaise.